Vous le voyez, on n'y est pas. Alors, je compte sur vous. Trois jours après l'arrestation du capitaine du bateau Sea-Watch 3, le cas de Carola Rackete n'en finit plus de diviser l'Union européenne. Alors que le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini dénonce un acte criminel, les autorités allemandes demandent sa libération. Après plus de 3 mois de grève, le personnel des services d'urgence hospitalière maintient la pression sur le gouvernement. Malgré quelques avancées, ils redoutent que l'été éteigne leur mouvement. Les manifestations contre Pékin se multiplient à Hong Kong où le Parlement local a même été temporairement occupé. En cause, un rejet de la mainmise chinoise sur la région administrative spéciale, un soulèvement en forme de test pour le pouvoir central. Madame, Monsieur, bonsoir. Rome et Berlin se déchirent autour du cas Carola Rackete. 3 jours après l'arrestation du capitaine du navire Sea-Watch 3, le divorce est consommé entre le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini et les autorités allemandes, soutenues quant à elles par la France. Thibaut Bastide. Le Sea-Watch cristallise les tensions. Arrêté dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir débarqué de force des clandestins dans le port de Lampedusa en Sicile, le capitaine du navire dit humanitaire Sea-Watch, Carola Rackete, s'est rapidement retrouvé au cœur d'un nouvel imbroglio diplomatique. En cause, les méthodes employées par la jeune femme. En effet, prônant une politique anti-immigration, les autorités italiennes se sont opposées au débarquement du navire Sea-Watch à bord duquel se trouvaient 40 clandestins. Malgré le blocus des eaux territoriales italiennes imposé par le vice-président du Conseil italien, Carola Rackete avait décidé de forcer le passage, provoquant la colère du ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. Questo è un atto criminale, un atto di guerra. È stata arrestata, adesso è ai domiciliari a Lampedusa. Ci sono 48 ore di tempo perché la giustizia italiana decida se deve rimanere in galera o no. Un acte qualifié de criminel qui a valu à Carola Rackete d'être arrêtée et poursuivie pour avoir forcé le blocus des eaux italiennes et forcé le passage en obligeant la vedette des douanes postée le long du quai à s'éloigner. Un acte que la loi italienne qualifie de résistance à un navire de guerre et qui est passible de 10 ans de prison. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les dirigeants européens favorables à l'immigration clandestine. Ainsi, depuis 3 jours, les joutes verbales s'enchaînent. Très critique face à la politique migratoire de l'Italie dans cette affaire, Paris et Berlin ont durement réagi. La France, qui a accepté d'accueillir 10 des 40 clandestins du Sea-Watch, a jugé via le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner que la politique italienne de fermeture des ports était contraire au droit maritime, quand dans le même temps, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a demandé une clarification rapide des accusations pesant contre Carola Rackete, estimant que sauver des vies est une obligation humanitaire et que le sauvetage en mer ne devait pas être criminalisé. Un nouvel épisode de crise diplomatique donc, et qui survient chaque fois que l'Italie ferme ses ports aux bateaux d'une ONG. Matteo Salvini accusant régulièrement les associations dites humanitaires d'être complices des passeurs. Face aux multiples accusations morales des autorités allemandes et françaises, le ministre de l'Intérieur italien compte bien aller au bout de sa démarche, ajoutant qu'il n'avait aucune leçon à recevoir de qui que ce soit et de la France en particulier. Un nouveau pied de nez adressé au gouvernement français et Matteo Salvini pourrait une nouvelle fois sortir gagnant de ce bras de fer. Il a par ailleurs promis le placement sous séquestre du navire ainsi qu'une forte amende pour l'ONG Sea-Watch. Concernant les clandestins du navire, ils seront finalement répartis en Allemagne, en Finlande, en France, au Luxembourg et au Portugal. Pas de répit aux urgences. Après 3 mois de grève, le personnel des services hospitaliers les plus engorgés continue leur mobilisation pour ne pas risquer de voir leurs revendications enterrées pendant l'été. Les urgences sont dans la rue. En grève depuis plus de 3 mois, le personnel hospitalier manifestait ce mardi pour maintenir la pression sur le gouvernement et espérer avoir gain de cause à la rentrée. Dans un contexte particulièrement explosif, après un épisode de forte chaleur et une sollicitation accrue des services d'urgence, le personnel hospitalier réclame une revalorisation des salaires de 300 €, mais pas seulement. En effet, ces soignants demandent également la création de postes supplémentaires et un moratoire sur la fermeture des lits,
Autrement dit, plus de place pour les patients. Pour l'heure, seules quelques petites avancées du ministère de la Santé ont été obtenues, de quoi encourager les grévistes à ne rien lâcher avant l'été. Il faut dire que l'année 2018 s'était terminée par un événement dramatique, la mort d'une patiente de 55 ans dans l'hôpital parisien de la Riboisière sur un brancard au service des urgences. Un décès que le service avait constaté plusieurs heures après. Elle avait auparavant été déclarée en fuite après que les appels pour l'emmener en consultation étaient restés sans réponse. Une affaire qui avait particulièrement choqué, mais qui n'était pas la première. En effet, un cas similaire s'était produit à l'hôpital Cochin à Paris quelques années plus tôt. Des drames qui ne sont pas du fait de la mauvaise volonté du personnel soignant, mais de l'impossibilité à faire face à autant de demandes. À plus forte raison dans un contexte économique exsangue, puisqu'Agnès Buzyn a fait du déficit de la sécurité sociale une de ses priorités, même si elle a débloqué mi-juin 70 millions d'euros pour une prime de risque. En effet, le surmenage n'est pas la seule cause de la mobilisation des personnels urgentistes. Les agressions se multiplient dans ces services où les temps d'attente s'allongent et où les patients et leurs familles sont parfois violents. Un contexte de plus en plus compliqué que n'arrangent pas les obsessions communautaires de certains. Et si les urgentistes grévistes poursuivent leur travail en se contentant d'arborer un brassard, une partie des malades se tourne vers les pompiers. Un effet domino inquiétant dans la mesure où les soldats du feu sont également très sollicités. Ils ont d'ailleurs déposé le 26 juin dernier un préavis de grève pour réclamer un recrutement massif, une hausse de la prime du feu et le retrait du projet de loi de la transformation de la fonction publique. Vous l'aurez donc compris, mieux vaudra ne pas avoir d'accident cet été. Et face à cette situation explosive aux urgences, un député communiste, Alain Brunel, a voulu mettre les pieds dans le plat. Il s'est donc rendu à l'hôpital de Douai dans le Nord en simulant de violents maux de ventre. Le député a attendu 6 heures avant d'être pris en charge. Pour lui, la situation est dramatique et insupportable. Alain Brunel a également conseillé à Agnès Buzyn de passer une nuit aux urgences sans collaborateur ni caméra. Trouble sans précédent à Hong Kong. Des manifestants, majoritairement des jeunes, ont investi le Parlement local lundi soir. Les tensions montent d'un cran avec l'État central chinois accusé de vouloir mettre à mal l'autonomie de la ville. Olivier Frère-Jacques. Hong Kong, lundi 21h, des centaines de manifestants parviennent à envahir le Parlement local après avoir défoncé les vitres et les portes permettant d'accéder au bâtiment. Chauffés à blanc, les contestataires saccagent les locaux, murs tagués, bureaux renversés, écrans brisés. Des scènes qui font plus penser à l'université Tolbiac après un blocage qu'à un bâtiment administratif chinois. Armés de barres de fer et coiffés de casques jaunes, les manifestants sont déterminés et montent ici et là des barricades. Ils seront finalement délogés du Parlement, mais la démonstration de force est là. Ils étaient des dizaines de milliers, voire plus à manifester dans les rues. Comme en France, difficile de savoir combien exactement ont battu le pavé, les chiffres officiels étant largement pipés. La journée de lundi a été émaillée d'incidents et d'oppositions avec les forces de police, une situation pour le moins peu courante dans un territoire où l'indice de criminalité est extrêmement bas. Le 1er juillet, date anniversaire des 22 ans de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à Pékin, aura montré la détermination des Hongkongais face à l'État central chinois, ce dernier étant déterminé à en finir au plus vite avec le principe « un pays, deux systèmes », système qui garantit une relative autonomie du territoire mais qui ne sied guère à Pékin et son désir d'uniformisation. Parmi les revendications des manifestants, la demande de démission du chef de l'exécutif Carrie Lam, véritable voix de Pékin dans la région administrative spéciale. Les revendications évoluent d'ailleurs crescendo, alors que les mécontents réclamaient seulement le retrait d'un projet de loi contre l'extradition et qui exposerait les habitants de Hong Kong au système judiciaire chinois. Il semblerait à présent que le mouvement populaire se dirige ni plus ni moins vers des revendications d'indépendance. Une détermination renforcée par une actualité tragique. En effet, 2 jeunes filles se sont suicidées le week-end dernier. L'une d'elles laissant un message dans lequel elle affirmait mettre fin à ses jours en sacrifice pour le mouvement de contestation. La réaction chinoise semble cependant avoir été relativement mesurée, les forces de police n'ayant pas immédiatement délogé les manifestants du Parlement et ayant attendu quelques heures avant de donner l'assaut à coups de lacrymogènes. Au-delà des manifestations, se joue en réalité la survie de Hong Kong telle que la ville s'est construite sous domination britannique. Cette place financière, habituée à une forme de démocratie anglo-saxonne,
goûte finalement assez peu du dirigisme de Xi Jinping, qui, sans renier une certaine forme de capitalisme, base néanmoins son système économique et politique sur une base autoritaire, favorisant une classe dirigeante largement issue du Parti communiste. Pékin a d'ailleurs beaucoup à perdre au niveau international dans le bras de fer hongkongais. Alors que le président états-unien Donald Trump a apporté à demi-mot son soutien aux manifestants, c'est du côté de Taïwan que le conflit est observé de très près. En effet, le pouvoir central se verrait bien récupérer l'île dans son giron, mais les événements hongkongais semblent plus que jamais écarter les insulaires de ce scénario. Plus généralement, en conflit commercial latent avec les États-Unis, la rue hongkongaise a aussi pu être en partie agitée par des agents étrangers. Une chose est sûre, le monde entier a les yeux tournés vers la région administrative spéciale et l'action de Pékin sera scrutée de très près. Dans ce conflit, l'État central chinois pourrait bien jouer la carte de la prudence et maintenir le principe d'un pays deux systèmes, système qui doit perdurer jusqu'à la réunification totale prévue pour 2047. D'ici là, les positions chinoises dans la région seront largement renforcées à la faveur de l'implantation massive de Chinois continentaux sur le territoire. Ils sont déjà plus d'un demi-million à s'y être installés ces 10 dernières années. À cette tendance démographique lourde s'ajoute le poids économique de Pékin sur le territoire. Il suffirait donc seulement à l'État central d'apaiser les esprits et de jouer la montre pour récupérer Hong Kong dans son escarcelle à moyen terme. Reste à savoir si Xi Jinping saura se montrer patient. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Jeannin. Les soins de Vincent Lambert suspendus depuis ce matin, alors que la décision de reprise des soins avait été prise par la Cour d'appel en mai dernier. La Cour de cassation a cassé la décision vendredi dernier. Le docteur Sanchez du CHU de Reims a informé par courriel la famille du patient que la procédure d'arrêt des soins avait été initiée ce mardi matin. Hier lundi, Viviane Lambert, la mère de Vincent, s'est exprimée lors d'une table ronde du Conseil des droits de l'homme. Elle a réclamé le secours de l'ONU pour empêcher ce qu'elle qualifie d'assassinat de son fils. Vendredi, l'avocat de Rachel Lambert, l'épouse du patient, avait toutefois déclaré qu'il n'y avait plus de recours possible pour s'opposer à la décision d'arrêter les soins. En 2013, une procédure d'arrêt des soins avait déjà été initiée. Vincent Lambert était resté 31 jours sans alimentation ni hydratation. Des emplois menacés chez Conforama, l'entreprise en grande difficulté financière est en perte de profit de 2% sur un an. Elle entend supprimer 20% de ses effectifs en France et fermer au moins 32 de ses enseignes. La faute à une concurrence toujours plus rude face à Ikea et au géant Amazon avec son modèle de e-commerce, mais aussi à une gestion irrégulière du groupe nord-africain Steinhoff que les syndicats accusent de malversation avec un trou dans la comptabilité, estimé à 6 milliards d'euros. Ça se presse à la tête des Républicains. Christian Jacob ne sera finalement pas seul à briguer la présidence du parti. Des nouveaux candidats sont sortis du silence. Les députés Julien Aubert, gaulliste et patriote républicain, ainsi que Guillaume Larrivé, prônant un parti national libéral. Reste celui qui hésite encore, Guillaume Pelletier, ex-Front National, ex-MNR et ex-MPF, qui pense être le seul à pouvoir battre Christian Jacob et à faire la révolution au sein du parti titanique. Il leur reste un mois pour déposer officiellement leur candidature et rassembler les différentes signatures nécessaires. Le texte anti-fessée arrive au Parlement français. Cette loi sur les violences éducatives ordinaires sur les enfants concerne les gifles, pincements, coups, morsures, gestes brusques, hurlements, injures ou encore moqueries et devrait garnir un code civil déjà plein à craquer. Le texte ne prévoit pas de sanctions pénales, son but affiché étant de faire évoluer les mentalités. De quoi ravir les chantres de l'éducation positive et de s'ingérer un peu plus dans l'éducation des parents sans pour autant protéger les enfants battus. Coup dur pour Gérard Collomb, l'épouse de l'actuelle maire de Lyon, Caroline Collomb, a été priée de quitter son poste de référente La République En Marche du Rhône après une décision du bureau exécutif de La République En Marche. Une lourde décision alors que se dessine la lutte pour les prochaines élections municipales, une possible vengeance alors que Gérard Collomb avait quitté son poste de ministre de l'Intérieur pour regagner la capitale des Gaules. Le maire de Lyon devra faire face à son ancien lieutenant David Kimmelfeld, bien accroché à la présidence de la métropole, siège du véritable pouvoir lyonnais.
Les fonctionnaires, pas si à plaindre que ça. En 2017, le salaire net moyen des salariés de la fonction publique d'État a augmenté de 1% en euros constants pour atteindre 2 556 € net par mois. À titre de comparaison, le salaire moyen dans le privé s'établissait à 2 238 € net mensuels en 2016. Selon les données publiées par l'INSEE, la progression du salaire net a surtout concerné les employés de l'État avec une hausse de 1,2% contre 0,4% pour les non-fonctionnaires. Malgré ces hausses sensibles, les représentants des syndicats de fonctionnaires ont tout de même rencontré le secrétaire d'État en charge de la fonction publique, Olivier Dussopt, afin d'évoquer les hausses de salaire pour l'année prochaine. Donald Trump envisage d'alourdir les droits de douane de produits européens. Alors qu'il semblerait que le président états-unien ait baissé d'un ton avec son homologue chinois, il repart en croisade commerciale contre l'Europe cette fois-ci. Les produits visés vont des fromages hollandais aux Italiens, au whisky, en passant par la viande de porc et les produits agricoles du vieux continent. Une liste en forme de menace et qui vise à mettre la pression sur Bruxelles concernant le financement public à l'avionneur Airbus qui fausserait la concurrence avec l'américain Boeing. Un ancien ministre bientôt aux ordres de Pékin. Jean-Louis Borloo pourrait bientôt prendre la tête du conseil d'administration de Huawei. Si la nomination n'a pas encore été rendue officielle, elle pourrait intervenir d'ici le 15 juillet. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy connaît bien la maison puisqu'il a été 2 ans administrateur de l'équipementier chinois jusqu'à fin 2018. L'ancien maire de Valenciennes, également ministre de la Ville et de l'Emploi de Jacques Chirac, remplacerait François Quentin qui a quitté son poste en décembre 2018. Pas une mince affaire pour Jean-Louis Borloo, alors que Huawei est en pleine tourmente, ses équipements étant soupçonnés de permettre à Pékin d'espionner les communications des pays qui les utiliseraient. Les États-Unis ont par ailleurs exclu Huawei du développement de la 5G sur leur sol et interdit aux administrations l'achat de ces produits et services. Ils tentent depuis de convaincre leurs alliés occidentaux d'en faire autant. Gageons que les réseaux tentaculaires de Jean-Louis Borloo pourraient s'avérer utiles aux géants chinois. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Patrick Sbalquiero est historien et journaliste. Il publie une enquête sur les miracles dans l'Église catholique. Vous avez encore, à notre époque, des miracles eucharistiques que la science ne parvient pas à expliquer. C'est toujours un peu le même scénario, c'est-à-dire que lors d'une célébration de la messe, le prêtre prononce les paroles dites de consécration et à ce moment-là, le pain et le vin deviennent un morceau de chair et du sang. Alors, on a cherché évidemment, on s'est posé les questions, est-ce qu'il n'y aurait pas un tour simplement habile de magie? Qu'est-ce que c'est qu'une... Voilà. Et en fait, non. Il n'y a bien entendu aucune explication scientifique possible. Il y a des examens très poussés qui ont été faits sur ces questions. Il s'agit bien de chair. Et bien souvent, petit détail, le sang est bien du sang humain. Et très souvent du groupe AB. Comme celui du Christ. Comme celui recueilli sur le linceul de Turin. Également dans votre programme de la soirée, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Land se demande qui des Russes ou des Américains a vraiment vaincu Hitler. En mai 1945, dans un sondage IFOP, 57% des Français estimaient que c'est l'URSS qui avait le plus contribué à la victoire sur l'Allemagne nazie. 60 ans plus tard, ils ne sont que 20% et au contraire, ce sont les États-Unis qui sont désormais en tête avec 58%. Alors comment expliquer ce revirement? Parce que moi, je sais pas, peut-être qu'en 60 ans, l'histoire a changé, j'en sais rien. Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais au-delà de ça, on va surtout aller creuser du côté de la vérité historique. Les anglo-saxons ont-ils vraiment libéré la France et renversé le cours de la guerre? Qui des Russes ou des Américains a véritablement vaincu Hitler? Ça rime en plus. Et puis retrouvez aussi passé-présent, Philippe Conrad retrace la vie du président Pompidou, puis Anne Sicard termine le récit de la guerre anglo-zoulou à la fin du 19e siècle. Et pour finir, Jean-Paul Besse présente son ouvrage Le Grand-Duc Nicolas, tsar ou régent. Tout de suite, vous retrouvez évidemment La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et quant à moi, c'est le moment de vous dire au revoir et de vous souhaiter une bonne soirée. Jusqu'à demain.
Quand on dépend du courant électrique pour presque tout, y compris, je vous le rappelle désormais, pour le téléphone, puisque la tendance est à la box, c'est-à-dire au téléphone par Internet, alimenté en 12 volts, eh bien, les orages à la campagne peuvent être non seulement dévastateurs pour vos récoltes, pour vos toitures, mais aussi pour votre sécurité, pour votre vie, pour votre morale, dans le cas des personnes âgées. Il s'est produit récemment deux choses à Campagnole qui en témoignent, qui montrent à quel point tout le monde, peu à peu, se détache du souci de l'autre et s'éloigne de ce qu'on appelait autrefois le service public, surtout pour les vieux qui ne sont pas entourés ou mal entourés. D'ailleurs, je veux parler de mon voisin immédiat, en l'occurrence 95 ans, qui m'a dit un jour que sa box, sa livebox, poussait de temps en temps des petits cris stridents, et des claquements même, et donc renseignement pris, il fallait absolument la changer. Donc vous pensez peut-être qu'on allait lui envoyer sa remplaçante par la poste, puisqu'il a 95 ans, mais pas du tout. Il est allé la chercher en voiture, au point relais, à 30 km. Alors une fois la boîte ouverte et les fils retranchés, nous ne trouvions pas trace d'une petite liaison par câble du raccordement entre la fameuse boîte et le téléphone, qui s'appelle une RJ45, donc plus de téléphone. Je finis par trouver ce morceau de câble dans mes propres réserves, soulagement et fin de l'alerte. Et le surlendemain, on nous annonce qu'un front d'orage est en train d'arriver des Pyrénées. Et en effet, ça tonne assez sévèrement, ça vente toute la nuit, ça grêle même. Le lendemain à 8 h, pas d'électricité. Alors avec mon portable, je signale qu'un câble traîne par terre à l'entrée du village. On vous envoie une équipe, me dit-on. 11 h, personne évidemment, personne n'a d'électricité, personne dans le café d'en bas, pas non plus à la mairie, pas de photocopie, pas d'ordinateur. À 15 h le même jour, j'envoie par Internet et par mon mobile 3 photos qui montrent le désastre et le câble par terre. Le maire s'en fout visiblement, puisqu'il est à l'hôtel de région pour une réunion beaucoup plus importante que nous ne le sommes. Et les difficultés sur le terrain sont l'affaire des techniciens, dit-il. Or justement, un technicien se pointe à 17 h, et là je sens le coup fourré, parce que le type est en fait en costume cravate, ou peu s'en faut, au volant d'un utilitaire d'agent commercial, et donc aucun outil, aucune échelle sur le toit. Donc il me dit évidemment, nous ne pouvons pas intervenir ici, mais il revient demain, promis. Et donc le lendemain, en effet, le même type revient et demande à parler au maire. On l'envoie vers la secrétaire de mairie qui dit « Je ne veux rien entendre, c'est l'affaire de monsieur le maire. Je ne veux pas qu'on me reproche plus tard quoi que ce soit qui n'aurait pas été fait. » Et donc le type explique au maire par téléphone qu'il ne peut rien faire avant demain car les équipes sont occupées ailleurs pour la journée entière, dit-il. Il dit, le maire lui répond « Et normalement c'est à vous de l'expliquer à la population. » Et comme on n'a pas d'électricité, on ne peut pas imprimer un panneau à scotcher sur la porte, on est obligé de l'écrire avec un feutre rouge. Alors les enfants de la cantine mangeront froid, les vieux auront passé la nuit sans téléphone et sans télé. On exhume des petits postes de radio à pile pour se rendre compte que les médias nationaux ne parlent jamais de ce genre de problèmes locaux. Et le mardi à 10 h, soit plus de 24 heures après, on voit enfin arriver un camion de dépannage, outillé celui-là, qui débite les arbres tombés, qui rétablit la ligne à 17 h. Les gens sont furieux, ils comparent tout simplement avec la pratique des 20 années précédentes, avant que ça s'appelle Enedis. Et Gustave résume le tout à sa façon. Avant, il y avait des camions outillés et 3 personnes en bleu par véhicule. Maintenant, il y a des voitures de commerciaux et en cravate qui ne savent rien faire à part ramasser de l'argent. C'est pas faux, a dit un type qui quittait le bar, et un autre a ajouté « Abonnez-vous » en me faisant un petit clin d'œil. Vous aviez sûrement beaucoup aimé la fête de la musique 2018, les déhanchés endiablés de Kiddy Smile sur le perron de l'Élysée. Eh bien, le cru 2019 n'est pas mal non plus. Le défi était pourtant de taille pour maintenir bien haut la barre du n'importe quoi. Et cette fois, notre leader Maximo Manu a fait le choix d'une programmation 100% féminine avec un duo de chanteuses du nom de
Brigitte, c'est un pur hasard et c'est Choupinet. Sur scène, uniquement des femmes donc. Au moins, on sait où l'on met les pieds, pas de risque de faire des grosses boubourdes sur leur identité sexuelle, comme avec Monsieur Madame Smile l'an passé. Cette soirée semble avoir beaucoup plu à Tante Bricheton, la femme à Manu, qui s'est consciencieusement trémoussée sur les rythmes du soir. Un coup de popotin à gauche, un coup de popotin à droite, et je recommence. Ça, c'est de la gestuelle présidentielle. Et comme il faut bien faire un tout petit peu dans le LGBT, sinon on n'est pas vraiment culturel, Manu a profité de la fête de la musique pour remettre la Légion d'honneur à Elton John. En anglais, Elton John, le chanteur britannique. Récompenser la culture française, les services rendus à la nation, c'est à cela que sert normalement la Légion d'honneur. À l'évidence, Elton correspondait à cela. Monsieur Madame John était là avec son tendre époux, Monsieur Madame David, et leurs 2 enfants nés par mère porteuse. Quel charmant et touchant tableau de famille. Vous la voyez venir, la loi sur la PMA, et en musique, s'il vous plaît. Tout cela nous a garanti une fête de la musique dansante et engagée, comme nous l'assure Paris Match. Sans oublier un hommage appuyé à Jack Lang, sans lequel, bien sûr, il ne saurait y avoir de culture en France. À croire que c'est lui qui a inventé le mot culture. Pour vous prouver la qualité culturelle de cette fête de la musique, je vais essayer de la synthétiser, au bien triste cas, ce serait vraiment très triste, où vous n'auriez pu y assister. J'entreprends là un exercice particulièrement périlleux, puisque d'une culture qui me dépasse, mais je crois que dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Commençons par l'Élysée. La beauté musicale qui a envahi la cour peut se traduire ainsi. Je résume. Boum, 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 boum. Et cela à perte de vue. Quand on descend dans la rue, nous tombons sur une musique beaucoup plus élaborée et infiniment gracieuse. Je la résume. Boum, boum, clac, clac, boum, boum, clac, clac, boum, boum, clac, clac. Splendide, extraordinairement beau. Et puis, Dieu merci, dans très peu d'endroits, très peu nombreux, heureusement, réservés à quelques ignares culturels, à des nains grotesques, à des crétins pathétiques, dans lesquels se produisaient les productions immondes de Chopin, de Bach, de Ravel ou de Fauré. Enfin, je ne sais pas pour qui ils se prennent ceux-là. Bon, eh bien, voilà, c'était ceux-là dans quelques endroits et il fallait les oublier le plus vite possible. En fait, cette fête de la musique a fait une publicité extraordinaire au marteau-piqueur en action quand il casse le macadam d'une rue. Son bruitage est à la musique ce que Jean Giscan fut à la douceur de vivre. Dans la foulée de la fête du bruit et de la fureur, les panneaux d'information de la ville de Paris appelaient à grand renfort de rayures arc-en-ciel au dépistage gratuit du VIH. Dans la culture de gauche, il semblerait que tout cela marche ensemble. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.